Bienvenue à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est encore moi, votre humble serviteur. Si vous voulez savoir qui je suis, mon nom est personne. Je vous remercie tous pour votre attention. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mes amis. Nous marchons côte à côte. Nous avançons vers notre Seigneur, notre Dieu, le Saint des Saints, le Seigneur des Esprits, le Maître de l'univers. Donc nous allons venir au secours des chercheurs de vérité qui ne doivent plus savoir sur quel pied danser. Et nous allons voir certainement le plus gros mensonge de l'histoire aussi au passage. Parce que je tiens à démontrer aux chercheurs de vérité que pour ceux qui partagent des fausses informations, qui se sont fourvoyés, qui font erreur, qui se sont trompés de chemin, mais qui n'oublient pas de se dire chercheurs de vérité, c'est que sachez que parfois le mensonge pour être accepté, même c'est tout le temps comme ça, le mensonge pour qu'il soit accepté, il faut qu'il y ait une petite part de vérité à l'intérieur. Vous voyez, le plus débile des débiles, s'il y a 0% de vérité, bon, ben même avec lui, ça passera pas, vous voyez. Bon, il y a aussi une expression qui dit plus c'est gros, plus ça passe, mais bon, avec 0% de vérité, même le plus débile des débiles, même avec lui, ça risque de ne pas passer, alors que s'il y a 1% de vérité dedans, là, il y a plus de chances que ça puisse passer avec le plus débile des débiles. Donc oui, il y a toujours une part de vérité. Et moi je vais m'appuyer sur cette actualité d'Anonymous comme démonstration pour les chercheurs de vérité, ceux qui ne savent plus sur quel pied danser. Donc voilà l'information, c'est donc Anonymous qui déclare que la NASA s'apprête à révéler l'existence de vie extraterrestre. Voilà. Et la NASA dit oubliez cela. Voilà. Ils ne s'en rappellent pas, c'est pas au programme pour eux. Voilà. Donc ils disent que voilà, c'est la traduction, la NASA dit oubliez cela. Ils disent pas non, ce n'est pas vrai, ils laissent le doute, vous voyez, quand même subsister, ils laissent le doute. C'est ça ça c'est vraiment là, je vais vous démontrer vraiment la stratégie de Satan, là, du dragon. Comment est fait pour prédisposer les soi-disant chercheurs de vérité au programme qui va arriver. Donc oui, il y a toujours une part de vérité. Mais là, ce qui concerne les extraterrestres, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de vie telle que les humains, les plantes, les animaux. Ça ne peut pas exister dans l'espace, dans le vide, ça ne peut pas exister. C'est impossible. Sur la Lune, ça n'existera jamais. Jamais un homme n'a marché sur la Lune. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc oui, bon, je vais vous parler du projet Bluebeam. Beaucoup le connaissent. Si vous êtes ici, vous devez connaître ce projet, ce programme. Et bien évidemment, l'oligarchie cherche à prédisposer le peuple à leur programme. Et je vais vous rappeler cette vidéo de l'UNICEF, là, comme vous voyez sur l'image, un enfant extraterrestre. L'histoire, c'est un enfant extraterrestre qui se retrouve dans une école avec des humains. Et bon, c'est une vidéo qui parle de tolérance. Donc oui, même Anonymous est là pour... Je dis pas tous les Anonymous, bien évidemment, il y a de bons individus dedans, mais bon, sachez que Anonymous est un groupe anonyme et qu'il y a des bonnes personnes, mais il y a aussi de mauvaises personnes et de très mauvaises personnes qui sont là aussi pour mettre en place le programme de l'oligarchie, et plus particulièrement Bluebeam.
Et cela fait partie du pourcentage de mensonges qu'il peut y avoir dans une vérité des Anonymous. Voilà pourquoi je dis que les chercheurs de vérité n'ont besoin de personne pour se contredire eux-mêmes. Parce que bien évidemment, ils vont voir cet article. Ils vont dire, tiens, la NASA parle d'extraterrestres, alors il y a des extraterrestres. Voilà ce qu'ils vont se dire, les chercheurs de vérité. Dès qu'il y a une information de la NASA qui les intéresse, c'est la vérité. Par contre, pour tout ce qui est notre Terre, pour l'espace, là, tout le reste, tout ce qui ne les arrange pas, ces chercheurs de vérité, tout ce qui n'arrange pas leur interprétation, leur point de vue, ça par contre, ça c'est du mensonge. Voilà. Donc ils changent de pied, ils dansent la danse du diable. Ils ne savent plus sur quel pied danser, mais ils continuent. Ils sont perdus. Sachez, chers chercheurs de vérité, que vous n'avez plus de temps, c'est fini. Le temps des recherches est fini. Maintenant, il faut se repentir. Alors, si vous n'avez pas de fil de logique, de fil conducteur, si vous passez du coq à l'âne, c'est votre problème. Mais comprenez bien que vous vous faites manipuler. Le raisonnement de on prend ce qui nous arrange à la NASA, ce qui nous arrange de la NASA est vrai et ce qui nous arrange pas de la NASA est faux, c'est trop facile. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais nous allons voir cela ensemble. Nous allons voir cela à la loupe depuis le départ. Et en partant bien sûr de la Terre. Donc nous allons voir tout le commencement de l'aviation. Donc par rapport au mensonge, et je vais arriver jusqu'au mensonge de l'homme qui a marché sur la Lune. Donc, l'avion à réaction est un avion propulsé par un moteur à réaction apparu peu avant la Première Guerre mondiale, expérimental dans les années 1930, opérationnel à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce type d'avion s'est imposé dans le domaine militaire dans les années 1950, puis par la suite dans le domaine civil pour le vol long ou moyen courrier. Oui, parce que ça servait pour la poste au début. Hein. Distribuer le courrier en avion au début. Donc, vous voyez, c'est entre 1930 et 1950. Bon, et Léonard de Vinci aussi, bien avant, qui avait écrit des croquis, qui s'était imaginé ça. Il y a eu plusieurs tentatives. Ça a commencé au début des années 1900. Et ça a commencé à se concrétiser entre 1930 et 1950. Donc vous voyez, vraiment, ça a mis beaucoup. On va partir du début, dès la conception, où ils ont commencé à construire des prototypes, c'est-à-dire au début des années 1900. Ça a mis 50 ans, on va dire, 40 ans pour créer le premier avion vraiment opérationnel. Et je vous épargne les images des premiers prototypes. Il y a eu beaucoup d'échecs avant cette réussite. Puis il y a eu le premier missile V1 créé par les Allemands nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est arrivé dans la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1944 et 1945. Ce missile a été utilisé cette année-là contre les Anglais et les Belges. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un drone. Hein, on pourrait dire que c'est l'ancêtre du drone. Sauf qu'il n'est pas télécommandé. Puis il y a eu l'arrivée du missile V2 qui là change toute la donne. Je dirais qu'il rend la Terre plus petite d'une certaine manière. Donc c'est une fusée de 13 tonnes. Cette fusée de 13 tonnes pouvait emporter une charge explosive de 800 kg à une distance de 300 km. C'est la première grosse fusée construite. Voilà.
Elle pouvait aller jusqu'à 300 km. Nous nous rapprochons donc, comme nous avons pu voir dans la précédente vidéo, nous nous rapprochons des altitudes des satellites à 300 km. Donc là, on commence à atteindre des altitudes spatiales. Là, on peut commencer à s'imaginer, s'aventurer au-delà de la sphère. Mais commencer à s'imaginer, ça n'a pas été pratiqué encore. Alors là, ce sont le missile V2 n'est pas fait pour sortir de la Terre. C'est un missile qui est fait pour s'écraser au bout de 300 km, tout simplement. Puis il y a eu donc notre sujet qui nous intéresse plus particulièrement, la mission Apollo 11. La mission Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune. Oui, entre parenthèses, c'est ce qu'ils disent, et moi je n'y crois pas une seconde. Le 20 juillet 1969, Apollo 11 est la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune, après Apollo 8 et Apollo 10. Ce sont des missions dont on n'entend pas trop parler, celles-ci, hein. Et ce sont donc des missions qui étaient habitées. Il y avait des passagers à l'intérieur. À mon avis, ils ne sont pas revenus, hein. Et la cinquième mission habitée du programme Apollo. Par cet exploit, l'agence spatiale américaine, la NASA, remplit l'objectif fixé. Voilà. Bon, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Ils prétendent être allés sur la Lune en 1969. Voilà. Et ils disent qu'il y avait eu 2 autres missions, Apollo 8, Apollo 10. On se demande où est passé Apollo 9. Hein? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Donc oui, c'est arrivé en 1969, c'est arrivé donc 24 ans après le premier missile, V2. Ça n'a pas tardé. Donc là, ils savaient comment ça se passait au niveau des orbites, ils savaient tout en fait. Là, ils avaient tout compris déjà, ils savaient comment faire pour arriver jusqu'à... Ils avaient tout calculé, tout était bon, tout était opérationnel au bout du 3e lancer, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils prétendent. Donc, nous allons comparer la mission Apollo 11 à la mission Selene, ou principalement appelée la mission Kaguya. C'est la dernière mission japonaise pour la Lune. Donc, il y a une chose importante à voir aussi dans la mission Apollo 11. Excusez-moi, je reviens en arrière. J'ai oublié de souligner la date de lancement de l'Apollo 11 qui s'est passé le 16 juillet 1969 et la date d'atterrissage le 24 juillet 1969. Donc c'est 8 jours après, quoi. 8 jours après le décollage, Armstrong soi-disant à l'Uni. Et donc, si on doit comparer ceci avec la dernière mission japonaise, la dernière mission pour la Lune, nous voyons la date de lancement qui s'est passée le 14 septembre 2007. Donc là, c'est pas 1969, c'est 2007, le 14 septembre. Et fin de mission, donc là où le satellite Selene arrive en orbite, à savoir que la fusée qui transportait, qui envoyait le Selene, possédait aussi 2 ou 3 autres modules de liaison, de relais, pour pouvoir transmettre les ondes de la Lune à la Terre, de la Terre à la Lune, pour pouvoir retransmettre les images. C'est important. Déjà ça, pour la mission Apollo 11, ils n'en parlent pas de ça. Donc normalement, logiquement, les messages radio étaient impossibles
entre la Terre et la Lune sans point de relais, sans satellite, sans orbite relais. Ce n'était pas possible. Une transmission radio à 380 000 km, ça n'existe pas encore. Il faut des points de relais. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait pour Selene. Sur la trajectoire, ils ont lâché les modules de liaison et jusqu'à l'arrivée de Selene à la Lune. Et Selene, donc, est arrivé le 10 juin 2009. Je vous rappelle que le décollage était le 14 septembre 2007. Fin de mission le 10 juin 2009. 2 ans. Alors que là, il n'y a pas de passagers. Hein. D'accord, il y avait 2 modules à relâcher aussi. Et c'est une mission qui est très très récente de 2007 avec de nouvelles technologies aussi, avec de nouvelles fusées et tout ce qui va bien. Donc certainement plus performant, beaucoup plus performant qu'en 1969. Et je tiens à préciser aussi que la fin de mission s'est passée le 10 juin 2009. Et je tiens à ajouter qu'il y a eu l'accident de Fukushima en 2011. 2 ans après. Je peux invoquer ici la théorie du complot. Là. On peut parler de théorie de complot. Si, parce que comprenez bien que là c'est une mission en fait sur la Lune où ils ont envoyé un satellite qui est fait pour filmer la Lune, étudier la Lune. Mais que cela peut déranger les Américains si eux, par contre, n'y sont jamais allés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est bizarre que 2 ans après l'arrivée du satellite en orbite de la Lune, 2 ans après, il y avait Fukushima, catastrophe nucléaire. Et je vais utiliser aussi cet incident, le catastrophe nucléaire, justement pour justifier qu'il n'est pas possible à l'homme ou à un brin d'herbe d'être sur la Lune. C'est pas possible. Même un brin d'herbe ne peut pas résister sur la Lune. Il ne peut pas y avoir de vie sur la Lune à cause des radiations solaires qui sont comparables à des radiations nucléaires. Donc après, j'en vois venir qui vont dire mais oui, mais ils avaient des combinaisons, ils avaient la fusée, même Armstrong dans sa voiture lunaire, il était protégé des radiations solaires qui sont comparables à des radiations nucléaires. Ok, d'accord. En 1969, donc, certains pourraient prétendre que l'avancée technologique permettait de se protéger des radiations solaires ou des radiations donc nucléaires. C'est la même chose. Voilà. Donc après, vous avez le droit de penser cela, mais il faut éviter de prendre ses désirs pour des réalités. Parce que dans la vraie vie, vous voyez, je vais vous rappeler à cet incident donc de Fukushima. Et je vais vous parler de ces héros qui sont allés se sacrifier pour aller régler ce problème de centrale nucléaire et observer les combinaisons qu'ils avaient. Hein. En sachant que c'est produit en 2011. Voilà les tenues qu'ils avaient à disposition en cas d'incident nucléaire. Sur Terre. Voilà les combinaisons en 2011. Et moi, je vais vous poser cette question. Pourquoi ils n'ont pas mis une combinaison lunaire, par exemple? Si elle existe, cette combinaison qui protège des radiations, s'il y a une combinaison qui protège des radiations, comprenez bien qu'elle protège aussi si elle protège des radiations nucléaires, elle protégera des radiations solaires et inversement. Vous voyez? Comment se fait-il que là, ils se retrouvent avec des sacs plastiques comme protection? Vous voyez? Un casque et on voit même leurs cheveux, je crois, derrière. Donc ça pose un problème. Ça signifie qu'en fait, il n'existe pas de combinaison qui protège des radiations solaires. Donc comprenez bien que au-delà de la magnétosphère, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, au-delà de 1000 km d'altitude de circonférence autour de la Terre, il n'est pas possible à l'humain de s'aventurer au-delà, à cause des radiations solaires.
Et au-delà des 1000 km, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, il y a les ceintures de Von Allen, mais les ceintures de Von Allen protègent la Terre des radiations, elle atténue les radiations. Elle atténue, la ceinture de Von Allen atténue les radiations solaires et les électrons, tous ces bombardements. Mais ceci dit, cette zone est un danger pour l'humain, quand même pour l'homme. C'est une protection pour la Terre, mais pour l'homme, là, la protection est beaucoup trop faible. C'est un plus pour la Terre, mais pour l'homme, là, c'est comme s'il n'avait rien pour se protéger dans la ceinture de Von Allen. Vous voyez plusieurs photos où on les voit avec ces combinaisons ridicules, avec des gants en plastique, on dirait, pour se protéger des radiations nucléaires. En 2011, imaginez en 1969, quelle combinaison il avait sur la Lune. Je veux dire, il pouvait se balader en caleçon, c'était la même chose. Alors après, pour ceux qui vont dire oui, mais ce sont des super combinaisons qui les ont protégés, il y a eu beaucoup de victimes. Hein. Donc voici un article qui en parle. 2 organisations internationales s'appuient sur les données scientifiques et médicales existantes relatives aux enfants, au personnel ayant participé au nettoyage et au secours, ainsi qu'à la population en général. Parmi les personnels de décontamination et les sauveteurs, plus de 25 000 d'entre eux ont subi les doses les plus élevées de radiation avec des risques importants pour leur santé, rapportent les ONG. Enfin, des données fournies par l'opérateur de la centrale nucléaire, la compagnie Nippon TEPCO, prédisent qu'une centaine d'employés devraient développer un cancer en raison des doses excessives de radiation qu'ils ont subies. Parmi eux, une cinquantaine de cas pourraient être mortels. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Malheureusement, si vous vous renseignez sur le sujet, vous verrez que le gouvernement ne donne pas de suite aux victimes. Il préfère balayer d'un revers de la main en général. Donc il y a très peu de victimes qui sont reconnues par le gouvernement. Pour eux, s'il y a 10 000 cancers en plus, ce n'est pas à cause des centrales nucléaires. Voilà, c'est comme ça qu'ils voient les choses dans le gouvernement. Donc, voilà, sur Terre, à cause des radiations nucléaires, eh bien, il y a eu 25 000 victimes. Après, ils disent qu'ils prévoient une centaine de victimes, s'ils prévoient une centaine de victimes par radiation nucléaire, vous inquiétez pas que les autres, elles vont suivre aussi, malheureusement. Donc voilà, même sur Terre, il n'est pas possible de se protéger des radiations nucléaires. Alors qu'est-ce que vous allez vous imaginer qu'il est possible de se protéger des radiations solaires sur la Lune? Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été bien clair. Suivez le chemin de la vérité. Les mauvaises choses ont une fin, nous arrivons au bout. Comme je vous ai dit, les 7 sceaux ont été ouverts. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Salut à tous.